François Laine, merci de nous accorder cet entretien. Vous êtes journaliste, auteur, vous avez une maîtrise de philosophie, vous êtes intéressé aux sciences occultes et aux religions d'une certaine manière, mais comment vous avez fait pour atterrir dans la santé, et notamment dans la santé naturelle? Oui, c'est un parcours assez atypique. Et effectivement, j'ai fait un long parcours universitaire en philosophie et ensuite à l'école pratique de hautes études en ésotérisme et doctrines occultes. Donc c'est juste une passion intellectuelle pour un segment bien précis de la pensée qui prétend qu'il y a des choses cachées qui sont à dévoiler. Et ce qui fait que je suis rentré dans la médecine naturelle tout à fait par hasard, je vous dirais à la sortie de mes études. Je suis rentré dans la presse et dans ce secteur bien particulier de la presse qui était il y a 10 ans, 10-12 ans, la médecine naturelle et les soins complémentaires. La médecine parallèle même. La médecine parallèle, oui, à l'époque, il y avait encore un peu de chasse aux sorcières, c'était encore un peu très atypique. Mais bon, ça me convenait bien, voilà. Je voulais quelque chose d'un peu différent, d'un peu nouveau, et j'ai pas été déçu du tout. Voilà. Avec cette idée quand même qui se retrouve dans la médecine naturelle qu'il y a peut-être des lois qui sont encore mal connues ou méconnues et que certains, par chance, par tâtonnement, de façon complètement empirique, ont réussi à dévoiler. Vous avez fait des liens? Vous pensez qu'il y a des liens entre certaines médecines naturelles et une philosophie ou l'ésotérisme? Bien sûr. Un exemple. Bien sûr. Un exemple. Très facilement, non, mais dans l'histoire de la pensée, je ne fais aucun lien. Bien sûr, on ne peut pas se guérir par la pensée, je ne pense pas. Pour le coup, non, mais chez Platon, on trouve cette maxime de l'homéopathie qui est que les semblables guérissent les semblables. Les semblables attirent les semblables. On trouve ça dans les textes de Platon. Parce que Platon était lui-même inspiré d'un pythagorisme et d'autres courants dits ésotériques de son époque. Plus proche de nous, à la Renaissance, on a tout un courant qui est né de l'alchimie. Donc d'une certaine vision de la nature et de l'homme incrusté dans la nature, donc des liens qu'il y a entre le microcosme et le macrocosme. Et si on arrive à découvrir les lois de l'univers, on découvrira les lois de l'homme, et réciproquement. Les alchimistes se sont mis à dissocier ou à postuler qu'on pouvait dissocier tous les êtres selon 3 catégories, le soufre, le sel et le mercure, et qu'à partir de là, on pouvait en déduire des thérapeutiques très particulières. Et la phytothérapie et l'aromathérapie sont clairement les filles des réflexions d'alchimistes de la Renaissance. Voilà, moi ce sont des connaissances livresques et théoriques que j'ai. Je ne livre absolument pas de thérapeutique, ce sont des connaissances livresques et théoriques. Mais oui, on peut faire des liens, pour répondre à votre question, entre les médecines naturelles et des courants de pensée antérieurs. Mais dans l'Antiquité, certains philosophes étaient aussi médecins, aussi soignants. Dans l'Antiquité, non, je dirais pas. Mais en revanche, à la Renaissance, effectivement, tous les médecins étaient philosophes, astronomes, alchimistes. Ils avaient tous un peu de notion de droit aussi et de politique. Voilà, c'était très courant parce que c'était encore l'époque où on pouvait être heureux parce qu'on pouvait tout savoir. À l'époque, un pic de la Mirandole était connu, l'expression est consacrée et restée. Le pic de la Mirandole, qui est un grand philosophe, était l'archétype même de l'homme qui savait tout. Il avait une bibliothèque qui contenait 225 livres. On le sait parce qu'à sa mort, le Vatican a récupéré sa bibliothèque et a fait l'inventaire, donc on connaît le détail de sa bibliothèque. Et vous voyez, à 225 livres, il était considéré comme l'homme le plus savant de son époque. Effectivement. Vous avez écrit pour de nombreux ouvrages, magazines, et vous avez été à la rencontre d'un personnage assez important de la médecine naturelle de ces quelques dernières années, c'est David Servan-Schreiber. Comment vous avez approché David Servan-Schreiber, comment vous avez vécu auprès de lui, d'une certaine manière? Oui, j'ai travaillé 2 ans auprès de David Servan-Schreiber, suite à la sortie de son livre Anti-cancer. Tout simplement parce que j'étais journaliste, alors je l'ai contacté à la sortie de son livre pour faire l'interview de ce qui était dans son livre. Et il était question de nutrition, il était question de bien-être psychique et psychologique, il était question de prévention, d'alimentation, de nutrition. Lui, pour le coup, ne se sentait pas du tout un acteur de la santé naturelle. Parce que lui s'inspirait de la bibliographie, il a une formation de scientifique, de chercheur. Il travaillait aux États-Unis dans le laboratoire d'un prix Nobel, donc pour lui, tout ça, la science, c'était très, très sérieux, c'était l'étalon de mesure de la vérité. Et tous ses livres ont été inspirés de la bibliographie. Tout ce qu'il a pu dire était vérifié déjà par des études, confirmé par d'autres études, des méta-analyses et tout ce qu'on veut. Il y avait toute l'armature. Mais avec ce détail supplémentaire qui était propre à David, c'était qu'il était concerné au premier degré parce qu'il était lui-même porteur d'un cancer, un glioblastome. Qui est un cancer du cerveau. Un certain type de cancer du cerveau. Il devait, à l'annonce de son cancer, partir en 6 mois et il a tenu 23 ans avec ce qu'il a écrit dans son livre. C'est-à-dire que ce n'était pas juste un produit
d'une pensée scolaire ou Théorique, voilà, ouais. ou théorique. Mhm. Il a vécu tout ce qu'il a dit. C'était un homme profondément honnête, Mhm. profondément engagé dans ce qu'il faisait. Et c'est d'ailleurs son engagement, je crois, à faire des conférences partout dans le monde, parce qu'évidemment, son livre s'est vendu de façon extraordinaire en France, mais il était traduit en 28 langues. Ouais, quand même. Il faisait des conférences dans le monde entier. Et donc son rythme de vie l'a emporté, comme il l'a dit, quoi. Il ne s'est plus du tout contrôlé, son organisme s'est affaibli et le cancer a repris le dessus. Est-ce que vous pensez qu'il a, il a contribué quand même à intégrer les médecines naturelles dans le corps allopathique? Non, dans le corps allopathique, non. Non. Non, il n'a En pas réussi. revanche, compte tenu des millions, parce que ça se chiffre en millions, Ouais. des millions de personnes qu'il a aidées, il les a aidées tout simplement en les conseillant, en Ouais. les faisant réfléchir sur leur alimentation, leur hygiène de vie, leur sédentarité, leur activité physique, leur hygiène psychique. Rien que ça, ça a aidé des millions de gens dans le monde, concrètement. Moi, je m'occupais de son site internet. J'ai travaillé très auprès de lui. Je faisais des dossiers, je remplissais le site internet. On travaillait la rédaction ensemble. Et rien que le site internet, je crois on parlait à 80 000 personnes par mois qui venaient chercher de l'information. On avait créé une communauté aussi de gens qui pouvaient interagir entre eux, se soutenir, s'aider, faire du lien. Et c'est la chose la plus importante quand on est atteint d'une maladie lourde, quand on est, même à notre époque, garder du lien, conserver une qualité de lien, ça c'est la plus grande richesse. Est-ce qu'il y a un legs de David Servan-Schreiber? Est-ce qu'il y a une transmission encore de son travail? Bien sûr. Regardez, il y a je ne citerai pas de nom, mais il y a des grands professeurs de cancérologie qui se sont mis à écrire, par exemple, des livres qui s'appelaient Le vrai régime anti-cancer, à sa suite. Donc, sans commentaire. Sans commentaire, non, mais tant Non, mieux. c'est tant mieux. Tout ce qui contribue à santé, attirer bien les sûr. gens sur une bonne hygiène de vie, sur une bonne façon de vivre, on sait que c'est, en termes de prévention, c'est 40% des cancers qu'on peut éviter en ayant une certaine hygiène de vie ou une certaine qualité d'activité physique et de relations humaines. 40%, c'est énorme. Et encore maintenant, l'épigénétique, qui est une nouvelle science qui émerge, donc qui doit faire encore ses preuves, mais qui émerge avec des arguments assez solides, tendrait à dire que même si pour les 60% restants qui sont en fait de la part génétique, donc grosso modo de la part soi-disant, prétendument intouchable, hein, puisque c'est de la génétique, eh bien l'épigénétique nous dit que notre environnement va venir interférer directement avec nos cellules, avec notre génome, et soit stimuler certains gènes qui devraient rester silencieux, soit en stimuler d'autres qui ont raison de stimuler parce qu'ils sont protecteurs, parce qu'ils libèrent des enzymes qui sont protectrices pour le corps. Et tout ça, c'est lié à l'environnement. Donc finalement, peut-être que ce chiffre de 60% n'est peut-être pas si 60% que ça. De fait, il y a pourtant des lignées qui sont bien connues, de gens qui, matriarcat aligné pour le cancer du sein pour les femmes, pour le cancer de la prostate chez les hommes, ou d'autres types de cancers, cancer de l'intestin notamment, d'où les mesures de prévention et de dépistage qui sont absolument nécessaires, parce que c'est toujours pareil, un cancer pris tôt, c'est très bien, un cancer pris tard, c'est beaucoup plus difficile. Donc oui, il y a un legs de David Servan-Schreiber, et tant mieux. Merci François Laine d'avoir répondu à nos questions. À bientôt. Un plaisir.